Dans les nouvelles règles de la Russie, Tom Longo a écrit le 17 juin dans un article que nous avons reçu en traduction le 29. Le divorce entre la Russie et l'Occident est consommé ou quasiment consommé. Et ça va pas s'arranger dans les articles qui arrivent après en tout cas. Comme souvent dans ces articles, comme lui et d'autres analystes, ça va très vite. Les allusions à d'autres connaissances qui remontent à d'autres anciens articles de eux et d'autres analystes, ces références sont très nombreuses et très concentrées dans les moindres petits recoins des phrases. Donc à chaque fois, il faut bien connaître le sujet. Vous pouvez décider, dit-il, par vous-même si la Russie est en train de faire des chèques qu'elle ne peut pas encaisser. Alors ça, c'est évidemment une référence au défaut de paiement qui lui-même est un sujet assez vaste. Défaut de paiement. On a peut-être celui-là. 25 articles, ok. Non, en fait, ça, ce sont les articles. Pardon, excusez-moi. Remontons un peu avant. Voilà, Moscou met en garde contre le vol de ses réserves au prétexte d'un défaut de paiement. Article qui est suivi de trois autres, mais enfin dans cette série-là, mais qui a été un sujet de discussion pendant toute la fin du mois de juin en fait. Le mythe du défaut de paiement de la Russie et l'écroulement du système financier globalisé par Karim Betche-Golovko. Que signifie le défaut de paiement pour la Russie? Bonne question. Simplement le fait que, bon, je vous le résume, ils ont bien payé ce qu'ils devaient payer comme dette et comme intérêt ou quoi que ce soit qu'ils devaient payer aux États-Unis, mais c'est arrivé sur des comptes bloqués et donc c'est considéré comme un défaut de paiement, ce qui évidemment entraîne des sanctions et des conséquences supplémentaires qui s'ajoutent les unes aux autres, ce qui n'intéresse personne en fait. Mais bon, c'est pour le principe quand même, il faut dire la vérité. On appelle défaut de paiement ce qui est un paiement refusé. Donc c'est pour ça que Tom Lango dit vous pouvez décider par vous-même si la Russie est en train de faire des chèques qu'elle ne peut pas encaisser. Mais comme l'a dit Sergei Lavrov, sans détour, parce que maintenant ils prennent plus de gants, hein. Nous ne nous soucions pas de l'opinion de l'Occident. Lavrov, qui a toujours été un adepte de la politesse et de la discrétion, n'hésite plus à montrer ouvertement son hostilité. Surtout quand en face, dit-il, tout ce qu'il obtient comme réponse, c'est nous devons vaincre la Russie, nous devons mettre la Russie à genoux. Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? La Russie sait que l'Occident est dans les cordes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce que produit la Russie. Mais ce qui se passe désormais, c'est que la Russie ne veut plus jouer selon les règles occidentales, en gros. J'allais dire du capitalisme, non, mais en tout cas, c'est ça moi que ça m'évoque, c'est que quand on voulait parler de changer les règles du capitalisme, euh, le principal motif pour bien comprendre le problème, c'est que ce n'est pas en jouant avec les règles qu'on arrive à s'en sortir, c'est en changeant les règles. Et ça, c'était valable pour le capitalisme en termes généraux. Et c'était surtout un propos qui était purement théorique, en tout cas très sensé, raisonnable, rationnel, mais théorique. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que surtout, enfin, personnellement, c'est qu'on voit dans la pratique un événement qui fait usage très exactement de ce principe qui consiste à changer les règles plutôt que de continuer avec des règles qui sont imposées et qui sont faites pour perdre. De là, on a Alexei Miller, PDG de Gazprom, qui explique que le jeu de la valeur nominale de l'argent est terminé, car ce système ne permet pas de contrôler l'offre des ressources. Notre produit, nos règles, nous ne jouons pas selon les règles que nous n'avons pas créées. C'est quand même vachement révolutionnaire et un énorme tournant. Il explique, Tom Longo, que la déclaration de Miller doit être considérée comme une déclaration de principe sur tous les théâtres d'opération de la Russie. Et ça s'applique pas seulement au gaz naturel, mais à tout. Et donc à partir de maintenant, toutes les relations avec la Russie se feront aux conditions qui auront été, en tout cas,
accepter des deux côtés simultanément selon les règles logiques et éthiques de la réciprocité. Ça, c'est moi qui rajoute. Dit Tom Longo, c'est clairement le plus grand doigt d'honneur géopolitique de l'après-guerre. Et c'est sûr que c'est vraiment phénoménal. Et Miller établit clairement les règles d'un nouveau système monétaire centré sur les matières premières. Donc à ce moment-là, on parle encore de ça. Un système basé sur ce que Zoltán Pozsár, donc nous avons découvert et que cet auteur a évoqué déjà dans les précédents articles, du Crédit Suisse, qui appelle l'argent extérieur, les matières premières, l'or, le bitcoin peut-être, plutôt que l'utilisation flagrante par l'Occident de l'argent intérieur, avec la monnaie fiduciaire et le crédit basé sur la dette, pour perpétuer un vieux comportement colonialiste bien au-delà de sa limite d'utilisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une nouvelle distinction. Et à chaque fois qu'on crée une nouvelle distinction, on augmente la complexité du système et à la fois on résout des problèmes qui étaient de l'ordre de la confusion, confusion des genres. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau dans la compréhension de l'économie aujourd'hui, c'est qu'on fait la distinction entre l'argent intérieur et l'argent extérieur, l'argent qui appartient au pays et qui est destiné à l'offre et la demande et les besoins primaires, en tout cas qui concerne une certaine échelle de mesure, et l'argent extérieur qui concerne les relations entre les pays et surtout les matières premières, et donc une autre échelle de mesure, plus sur le long terme. Et ça, si vous avez lu mon bouquin, vous allez voir que j'étais pas loin quand même, hein. Ou même j'étais allé beaucoup plus loin encore que ça. Mais la réalité rattrape ce que j'avais établi de façon théorique. Là-dessus, Tom Longo nous rappelle son article qu'il avait écrit sur ce sujet, du coup que j'ai mis en lien avec celui-là sur l'argent intérieur et l'argent extérieur. Où d'ailleurs il prend la citation de ce qu'il avait dit à l'époque sur le fait que l'argent intérieur n'est rien d'autre qu'un système de script basé sur la dette, dévaluée et gonflée de manière compétitive, qui qui se promène en buvant les milkshakes des autres jusqu'à ce que les verres soient vides. D'accord, ok, il faut comprendre. Mais après, c'est encore dans la même genre de complexité. Le reste de l'article, c'est extrêmement spécialisé en économie. Il va nous expliquer en substance tous les motifs qui permettent de parler d'un changement rapide des règles. Notamment lorsque Poutine déclare: nous utiliserons sans aucun doute les énormes nouvelles opportunités qui se présenteront à l'avenir et nous deviendrons encore plus forts parce que, début de la phrase, la Russie entre dans l'ère à venir en tant que puissance souveraine, en tant que puissant pays souverain. Et c'est ça le point principal, en tout cas ce que Tom Longo appelle l'œuvre de la vie de Poutine, c'est de faire la distinction, il faudra que je trouve la citation exacte, voilà, entre un État souverain et un État vassal. La raison pour laquelle Poutine est détesté est qu'il a compris qu'il existe deux types de pays, les souverains et les vassaux. Et ce point-là est encore plus phénoménalement capital que le précédent sur la mutation des systèmes et la création de nouvelles distinctions. Ça, c'est un plan technique et infrastructurel. Encore un terme que j'avais introduit aussi. Mais bon, je ne vais pas me la péter, hein. Mais le plus important, en tout cas ce qui chapeaute tout ça, c'est la notion de souveraineté. Parce que on aura l'occasion d'en reparler, de voir en détail à de nombreuses occasions, mais la notion de souveraineté, elle est quand même implicitement et intriquée, on va dire, avec la notion d'autosuffisance. Et quand on parle de plusieurs planètes pour assurer le niveau de vie des pays occidentaux, en l'occurrence, là on parle d'un système qui n'est pas autosuffisant, et donc qui est décadent en fait. La question, c'est d'avoir un système global autosuffisant. Donc, pouvoir établir à un niveau régional, ou en tout cas continental, c'est bien ça. Établir à un niveau continental des systèmes d'autosuffisance, et établir ce système d'autosuffisance à tous les niveaux, en fait, à toutes les échelles, c'est le chemin qu'il faut suivre pour obtenir à l'échelle globale une véritable autosuffisance, et donc une pérennité
à long terme de ne serait-ce que la survie de l'humanité, hein. Donc la question qui se joue est d'une importance vitale. Et donc quand on parle de souveraineté, ça rime avec survie de l'humanité. Monsieur Badra Kumar, qui de l'Inde est un meilleur spécialiste sur l'Occident que nous, c'est pas pour rire, hein, c'est vrai, c'est parce que c'est juste un bon journaliste, nous parle du G7, qui était encore de cette même époque, des fissures dans l'Union occidentale contre la Russie. Alors en l'occurrence, on va juste euh, survoler les méandres psychologiques de la décadence occidentale. Il commence comme ça pour exprimer l'idée globale. C'est le sultan ottoman, Abdülmecid, n'avait épargné aucune dépense pour la construction du somptueux palais Dolmabahçe, ou Dolmabahçe, je sais pas comment ça se prononce, à Istanbul, entre 1843 et 1856, qui avait été bâti pour impressionner le monde. Il possédait le plus grand lustre en cristal de Bohême jamais installé, et 14 tonnes d'or en ornaient les plafonds. Évidemment, il n'avait pas du tout les moyens de faire ça, mais c'était pour impressionner la galerie, d'où l'expression. Et donc on a ce G7 qui se réunit dans un décor de conte de fées. Il y aura plein de commentaires sur le décor choisi pour ce G7, et pour illustrer à quel point ces hommes politiques sont devenus déconnectés de la réalité, voire même décadents. Alors Scholz nous explique une période d'incertitude nous attend. Lui, c'est le moins complètement dingue du groupe. En fait, la question qui se pose en gros, c'est de pouvoir augmenter les sanctions, mais ils ont déjà mis le paquet. Ils n'ont plus vraiment d'autres solutions au niveau des sanctions, donc ils vont essayer de trouver des moyens plus sophistiqués d'imposer encore d'autres sanctions, mais ils sont en train de commencer à se rendre compte qu'ils ont atteint les limites, et surtout que les conséquences de leurs actes vont commencer à leur coûter très cher, et donc qu'il existe une réalité et une conséquence à leurs actes. Du coup, le groupe en lui-même est pas tout à fait bien scellé, il est empli de divergences qui ont donc empêché de trouver de nouvelles sanctions, hormis l'histoire du plafonnement des prix du pétrole russe, ou un embargo sur l'or. Voilà, ils cherchent des solutions comme ça, qui évidemment sont faciles à contourner, à réfuter et à retourner contre leurs auteurs. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils chargent leur ministre de discuter des mesures à trouver, voilà, comme ça. Ils délèguent le problème à des pauvres innocents. Il fait aussi noter que le G7 avait invité l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Argentine au G7, qui évidemment, à part l'Inde, ne sont pas du tout venus. Et l'Inde, de son côté, explique qu'il ne se joindra à aucun effort allant contre la Russie, évidemment. Et Biden n'a servi à rien. Il était très discret et il est parti en avance en expliquant qu'il y aura un orage qui l'obligeait à partir précipitamment, et ceci avant même d'avoir prononcé son discours. Donc il s'est barré en douce. Et en fait, la question qui abîme un peu Scholz, c'est le fait que pour pouvoir compenser les manques de ressources énergétiques de gaz, il est obligé de se rabattre sur le gaz naturel et sur le charbon, que d'ailleurs il va racheter à la Russie, et ce qui fait que les gens qui sont sensibles aux questions climatiques, du coup se redressent contre lui, évidemment. Fondamentalement, tout ce que ça montre, nous explique Badra Kumar, c'est que le sommet a montré que les sanctions existantes contre la Russie ont dépassé le seuil de tolérance de la plupart des décideurs politiques occidentaux, et les dirigeants européens découvrent maintenant qu'il y a un prix à payer pour toute nouvelle sanction. Et surtout, ils s'inquiètent pour les pénuries de gaz en Allemagne, qui entraînent la fermeture d'usines et donc une diminution du PIB qui va être assez phénoménale. Ça, c'était prévisible largement. Bref, c'est pas la joie chez eux. La guerre apporte la clarté. Alors ça, de Alastair Crooke, on a encore au moins 2 autres articles de lui, qui est vraiment un auteur qui monte en puissance
article après article, cette question de la guerre apporte la clarté. On l'avait, nous, évoqué dans notre analyse d'articles de Thierry Messant et d'autres articles comme ça, où Thierry Messant expliquait qu'il avait une certaine, on va pas dire amour, mais je sais pas comment dire, un grand intérêt pour les situations de guerre, pour ce qu'elles ont de phénoménal et de révélateur. C'est un moment où la vérité éclate. Et c'est effectivement la même analyse qu'on avait faite et qu'on avait développée dans les vidéos associées à cet article. C'est un sujet qui est philosophique. Le temps de guerre et le temps des révélations. Et ça, c'était en fait le nom de la première grande série d'articles qu'on a faite sur ce thème. Et donc, on est très content de trouver ce sujet. La guerre apporte la clarté. Même si, en fait, dans l'article, c'est assez anecdotique la façon dont ce terme est apparu au cours de son inspiration. Mais l'idée est là. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère, à bien des égards. C'est fou comme tout le monde le dit. L'Occident s'est engagé dans une guerre avec la Russie et la Chine et découvre subitement que la guerre révèle cruellement les rigidités et les défauts structurels qui font partie intégrante de son propre système économique, plutôt que d'exploiter les faiblesses de ses rivaux. Ça, c'est au niveau de la stratégie de guerre, c'est très mauvais. On part pas en guerre tant qu'on n'a pas fait une analyse interne honnête et profonde de ses propres faiblesses. Il pose la question, pourquoi cette ère est-elle si grave? Et donc tout d'abord, à cause de ce qui se cache sous les pierres. C'est-à-dire que, c'est juste l'analogie de la pierre qu'on soulève et du serpent, ou même des nombreux serpents qui sortent d'en dessous. Et en l'occurrence, c'est là qu'on va parler d'économie à un niveau de spécialisation assez intense. Si vous voulez devenir économiste, lisez ce genre d'article parce que c'est rock'n'roll. Bref, en gros, l'idée c'est que pour compenser l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt, mais si tu augmentes les taux d'intérêt, ça va exploser la bulle. Donc il faut l'augmenter juste ce qu'il faut pour pas faire exploser la bulle, mais quand même, même en l'augmentant infimement et en diminuant très légèrement l'inflation, ça fait quand même exploser la bulle. Donc la situation est tellement bloquée qu'il n'y a aucun espoir de s'en sortir. La solution qui reste apparemment, c'est de plonger le monde dans un désastre financier phénoménal, une pauvreté absolue, pour pouvoir limiter l'inflation. Et malgré ça, au premier rebond, l'inflation va repartir à 300 à l'heure. C'est-à-dire que les anciennes techniques qui ont toujours été utilisées pour compenser ou contenir l'inflation, c'est-à-dire l'impression de monétaire à tout va, ce qu'il appelle le Saint Graal de l'assouplissement monétaire, ne marchent plus. Un peu comme les pesticides qui perdent leur efficacité, et donc il en faut des plus forts, puis à la fin il en faut des OGM. Un peu comme les vaccins qui ne marchent plus, après il en faut des plus forts, après il faut des ARNM. J'exagère, hein, mais c'est un peu l'idée. Toute technique est vouée à détruire ses propres motifs et son efficacité. Enfin, on va pas dire toute technique, mais en fait, toute mauvaise technique, toute mauvaise stratégie ne peut amener qu'un processus de renforcement, auto-renforcement, qui implique de recommencer la même technique encore plus puissante, et donc recommencer la même erreur jusqu'à ce qu'on arrive à une catastrophe. En fait, ça, c'est l'esprit de l'Occident, et c'est l'esprit du monde, dans son niveau évolutif actuel, qui est en train de découvrir des lois générales de la nature, qu'il fallait bien découvrir à un moment ou à un autre. Comme quoi, quand une stratégie est mauvaise, il ne faut pas attendre que ce soit encore plus grave pour s'en rendre compte. Parce que de toute façon, on finit toujours par payer. Et c'est ce qui se passe maintenant. L'orgueil l'a emporté. C'était magique, une nouvelle économie. Et puis, par inadvertance, l'équipe Biden a renversé les pierres dans son empressement et à réduire la Russie à sa taille, en imposant des sanctions, en volant les réserves étrangères, nanana. Et l'inflation était le serpent sous la roche, longtemps latent, invisible, mais toujours présent. Et non plus un serpent, mais plusieurs.
Et là, tout d'un coup, ils ont découvert qu'ils se battaient contre la mauvaise guerre, non pas l'Ukraine, conçue entre parenthèses comme une guerre urbaine euh, à laquelle se sont entraînés les militaires, ont été entraînés les militaires par les formateurs américains de l'OTAN d'ailleurs, et sur le modèle appliqué avec les djihadistes contre la Syrie. C'est juste une parenthèse, hein, c'est juste pour dire. Mais la vraie guerre, en fait, c'est celle de l'inflation. Le moment de ce qu'il appelle l'échec et mat structurel. Donc il faut lire, hein, comme d'habitude, son article en détail pour obtenir toute la joie des détails. Mais en gros, l'idée là, c'est que la stratégie, ça va être de dire à l'Europe, allez-y vous, tombez dans le piège, faites-vous brûler la gueule. De toute façon, vous allez être confronté à alors, ce qu'il appelle les contradictions structurelles, c'est-à-dire la fin de partie, l'impasse systémique, le moment où on ne peut plus continuer à avancer parce que quoi qu'on fasse, ça nous fait retourner en arrière. Il y a plein de manières de le dire et de l'expliquer, hein, mais quand on arrive à la fin d'une logique, on tombe sur des contradictions. C'est un peu ça l'idée. C'est là qu'il explique ce que je disais au début, malgré la hausse modérée des taux d'intérêt, euh, ça n'empêchera pas d'éviscérer les obligations des entreprises américaines fortement endettées. Et pourtant, elles ne seront toujours pas assez élevées pour endiguer l'inflation, la hausse de 75 points de la base, enfin de base du taux de la Fed, est une goutte d'eau par rapport à ce qui serait nécessaire pour ralentir la crise inflationniste. La question, c'est que faire pour maintenir la valeur des bons du trésor, dont la Chine se débarrasse à tour de bras. Et entre parenthèses, toutes les monnaies du monde qui utilisaient le dollar pour leurs euh, échanges marchands internationaux et qui ne l'utilisent plus maintenant, ils renvoient leur dollar à la maison aussi. D'où l'inéluctable inflation, qui évidemment se répercute en Europe, hein, parce que l'euro est totalement adossé au dollar. Et donc la solution qui reste, c'est de tomber dans une autre contradiction structurelle, une deuxième, du genre, si on rend les gens extrêmement pauvres, de sorte qu'ils ne puissent plus rien s'acheter de toute manière, là il est possible de ramener l'inflation à 2%, d'où un énorme soupir de soulagement. Ah bah voilà, là ça va mieux. Jusqu'à ce qu'ils relancent un peu de planche à billets et que ça reparte. C'est comme je l'expliquais antérieurement. C'est la guerre, idiot. C'était une citation de Bill Clinton. Et l'euro, comme je l'avais dit aussi, mais je l'avais oublié qu'il a... c'est vrai que je l'ai lu l'article, mais ce sont des choses que je sais. L'euro n'est qu'un dérivé du dollar. A été construit pour protéger des lignes défensives existantes, statiques. Et donc si les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, ça va se refléter immédiatement dans le bond de la BCE en Allemagne. Il essaye avec ses moyens, en tout cas, d'élaborer des solutions, mais elles sont toutes plus catastrophiques. En tout cas, dit-il, il semble que les euro-élites n'aient pas senti le danger qui les guette. Alors qu'au moins 3 changements tectoniques majeurs en géopolitique sont en train de se produire. Premièrement, la rébellion de Poutine, qui a incité le reste du monde à dire il y en a marre des Occidentaux. Deuxièmement, les électeurs européens, qui quand même, dans leur grande majorité, en tout cas pour les prendre de façon statistique, commencent à se douter qu'il y a un problème avec leurs élites, voire même une méfiance totale. Surtout, on sent bien venir, comme il explique, l'arrivée de pénuries alimentaires. Et c'est la même chose qui se passe aux États-Unis, hein, explique-t-il. Tiens, c'est marrant, il parle de Moonshaw, c'est vraiment un auteur qui est énormément évoqué. Non, peut-être pas si énormément que ça, mais assez souvent évoqué. Par Alastair Crooke, par lui-même, donc, par lui-même encore. Oh bon, d'accord, c'est surtout par lui-même en fait. Moon of Alabama, qui admet que l'Occident et lui ont complètement nanana.
On va essayer de suivre un peu cette personne parce que ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de lui et je sais pas du tout qui c'est. Mais Wolfgang Muncho a noté que le livre d'Andreas Malm, universitaire suédois et activiste climatique, porte le titre Comment faire sauter un pipeline, très connu ça. Et son message le plus important est un cri de guerre pour les activistes climatiques, brûler et détruire toutes les machines émettant du CO2. Il évoque également la déclaration la plus célèbre de Meinhof, selon laquelle il est temps de passer de l'opposition à la résistance. Mais moi, ce que ça me fait dire de lire ça, c'est surtout que l'extrême stupidité des dirigeants occidentaux est évidemment expliquée, elle est en long, en large et en travers, elle est historiquement soutenue. Je pense que c'est difficile de considérer que c'est volontaire. Mais s'il y avait une solution énergétique magique qui sortait des chapeaux, tout d'un coup, ça résoudrait bien des problèmes. En fait, l'idée c'est que la Russie va se passer de nombreuses technologies et savoir-faire occidentaux, et donc tout réapprendre par eux-mêmes, avec une très grande joie de pouvoir acquérir une autosuffisance technologique, une souveraineté numérique, etc. Ils en sont très contents, et aidés par leur immense ressource énergétique qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, de faire tourner les machines, et de créer des industries, etc. Mais en Occident, on pourrait très bien faire pareil. On pourrait très bien être positif. On pourrait très bien dire, bon ben voilà, on n'a plus aucune source d'énergie. Comment est-ce que nous faisons? Et c'est là que se pose la question. Quelles sont les solutions réelles et viables qui permettent d'obtenir à notre tour également une véritable autonomie, autarcie, souveraineté, peut-être pas autarcie, mais souveraineté en termes généraux, et donc une autonomie, une autosuffisance surtout, c'est ça le mot, et notamment énergétique. Il y a longtemps qu'on entend parler du fait que, par exemple, la Chine dispose de solutions de ressources d'énergie illimitées, mais qu'elles sont pour l'instant gardées secrètes dans l'attente du jour où ce sera le bon moment pour les sortir. Et certainement que les Américains doivent en avoir, ou en tout cas d'autres. Enfin, les Américains, ils friment toujours, hein, ils sont toujours au-dessus de la réalité dans ce qu'ils font croire, mais sûrement d'autres pays peuvent très bien avoir obtenu d'une manière ou d'une autre des sources d'énergie phénoménales. Et on en a vu quelques-unes hein, sur Internet des fois. Donc la question pourrait très bien être tournée positivement si on trouvait ça. Et cette question, elle va nous ramener à d'autres sujets encore après, mais bon, on va pas y aller. Là, on va juste s'inquiéter de Pepe Escobar. On a que des très bons auteurs hein, dans notre petite liste d'articles. Bon, peut-être c'est un peu toujours les mêmes, vous allez dire. Mais en ce moment, ceux-là, ils sont au taquet. C'est sûrement l'effet de la guerre et l'effet de la vérité, l'effet de la... Ouais, quand ce sont des gens qui sont des amoureux de la vérité, en temps de guerre, ils sont au premier loge, au premier rang, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà ce que nous dit Pepe Escobar. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes un défi systémique. Il y a toujours des moyens, des litotes pour dire les choses. Rapide mais pas furieux, le Sud global se met en marche. La principale conclusion du sommet BRICS Plus à Pékin, qui contrastait fortement avec le G7 dans les Alpes bavaroises, et que l'Iran, pays d'Asie occidentale, et l'Argentine, pays d'Amérique du Sud, ont officiellement demandé leur adhésion aux BRICS, évidemment, avec tout ça dans une très grande politesse et avec énormément de savoir-vivre, et beaucoup de joie aussi. Des choses simples, hein, des émotions parfaitement humaines et naturelles, sans aucune complexité, aucun sous-entendu, aucune litote. L'obstination de Moscou à ne pas suivre les plans A de Washington visant à déclencher une guerre pan-européenne ébranle les nerfs des atlantistes. Les dirigeants du monde multipolaire émergent ainsi que les vastes plans du Sud global qui veulent s'y joindre.
qui constitue un défi systémique pour l'Occident. Et en passant, en bon négociateur, la Turquie du Sultan of Swing, la chanson de Dire Straits. C'était beaucoup de références avec le rock'n'roll quand même. Donc Monsieur Sultan of Swing du Sud global dans l'esprit, funambule dans la pratique, a littéralement obtenu tout ce qu'il voulait pour permettre magnanimement à la Suède et à la Finlande de bien vouloir se frayer un chemin sur la voie de l'absorption par l'OTAN. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. En passant, lui, il a fait le péage et il a obtenu ce qu'il voulait. C'est-à-dire, en gros, l'éradication des Kurdes qui sont cachés là-bas. En fait, c'est une question d'extradition, c'est ça qu'ils demandent. Mais bon. Eux, évidemment, ils ont des problèmes avec la loi, machin, il faut respecter, tatata. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais il leur a forcé la main. C'est une situation difficile, hein, périlleuse, compliquée. En plus, qui crée un précédent au niveau législatif en Suède. Donc, c'est vraiment un coup vache, quoi. Donc, sur le plan stratégique, il y a quelque chose de vraiment sophistiqué à étudier à part entière. Bref, pendant ce temps-là, l'OTAN continue à faire des manigances. Il explique qu'on peut faire des paris sur ce qu'ils vont inventer de nouveau, comme truc tordu, dans les pays baltes par exemple, qui sont assez anti-russes, hein, étrangement. Enfin, avec toutes ces fausses stratégies, menaces, etc., qui sont constamment envoyées contre la Russie. À un moment donné, le monsieur Roscosmos a envoyé une série d'images satellites assez amusantes, dit-il, indiquant les coordonnées des centres de décision. Parce que la question, c'est que si on attaque la Russie répondra en attaquant les centres de décision. Et évidemment, ça c'est valable dans une guerre, quand on attaque un pays, etc. On peut s'imaginer qu'il parle de l'Ukraine, mais non, pas du tout. Il parle bien de Grande-Bretagne, du Pentagone directement, etc. Ils leur ont envoyé juste des images satellites pour dire ouais, je sais que vous êtes là et c'est là qu'on va attaquer, comme ça on sera tranquille. Et c'est d'une violence incroyable. Quelque part, ils sont plus dans une guerre de proxy, ils sont vraiment dans une guerre frontale. Et quitte à être dans une guerre frontale, eh ben, on est en première ligne en cas de problème. Et les problèmes, c'est eux qui les provoquent. Donc après, point de suspension. En fait, après, il explique que depuis 2014, la Russie n'a jamais cessé de négocier et de se faire envoyer dans les roses. Que la stratégie occidentale du diviser pour régner n'a conduit à rien d'autre qu'à unifier encore plus les pays de l'Asie. En gros, hein, je résume, parce que du coup, ils ont accéléré l'intégration mutuelle de la BRI et de l'Union économique eurasiatique dans le cadre de l'OCS. Bref, il n'y a pas à dire, et on l'a vu de plein de manières différentes. Ils ont été d'une efficacité redoutable, ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont fait d'énormes quantités, des kilomètres de paperasserie pour faire ça. Et donc en face, comparer ceci au rêve humide du Conseil of Foreign Relations, ou aux diverses divulgations assorties d'experts stratégiques en fauteuil du fameux meilleur groupe de réflexion sur la sécurité mondiale, donc c'est le CFR, dont l'expérience militaire se limite à la négociation d'une canette de bière. Ça te fait rire. Mais en tout cas, c'est pour dire comme ils sont bidons et surtout inefficaces. C'est important parce que le CFR, c'est quelque chose qui fait peur quand même, hein, quand on prononce son nom. Et on sait qu'on a affaire à ceux qui sont au-dessus de ceux qui sont au-dessus. On parle des personnes qui, mine de rien, d'une façon relativement discrète, ont un impact assez phénoménal sur les stratégies politiques à tous les niveaux. Et ben, en fait, ils sont tout bidons. Et dans cette remarque que fait Escobar là-dessus, en disant que le libéralisme occidental est lui-même devenu illibéral, et même pire, il est devenu totalitaire, il en fait la remarque, il en fait le constat, il en a l'impression, le sentiment, il exprime cette idée qu'il a compris,
Mais nous, on a déjà vu tout un article sur ce sujet qui le détaille de façon assez explicite au niveau des raisons et des articulations, pour dire que effectivement c'est exactement ça, il a tout compris. En fait, au départ, évidemment, le libéralisme était censé conduire au socialisme, mais dans ses techniques et sa mise en œuvre, évidemment, il est parti dans l'autre sens, de façon à devenir un combattant du socialisme et donc à entrer en guerre contre le socialisme. Et précisément, toute l'alliance que fait la Chine et la Russie est complètement inspirée de Mao et de théoriciens eurasiatiques, comme le dit ici, et principalement centrée sur le socialisme, en tout cas dans son essence, et peut-être pas dans dans tous les aspects qui sont initialement prévus en théorie, mais en tout cas dans son but principal. Donc on a vraiment la question d'un bloc libéral, illibéral, en tout cas donc devenu totalitaire, face à un bloc socialiste, socialisant, on va dire. Un autre article que j'avais noté, je ne sais pas s'il est dans ma série, mais peut-être que je le mettrai après, parle exactement de ça aussi, qui disait en gros que le vrai bon socialiste devrait quand même comprendre ces choses-là et se mettre à la page en expliquant que bah, le côté libéral, le camp libéral, ne sera plus jamais du côté du camp socialiste, alors que justement le camp russe, Chine, Inde, etc., eux sont les premiers défenseurs euh, en pratique, et pas en théorie, hein, pas de façon frivole, mais juste dans ce qu'ils font dans les faits, ce sont les premiers défenseurs de ce fameux socialisme. On a ici un monsieur, Fabio Vighi, qui a alors brillamment décrit comment l'objectif de l'urgence ukrainienne est de maintenir l'imprimante à billets en marche, tout en accusant la Poutine de récession, etc. Mais que vraiment c'est pour dire ça que le but de la guerre était très précisément de faire perdurer le système financier tel qu'il existe en le poussant dans ses derniers retranchements, et que finalement ça a eu l'effet inverse de ce qui était voulu, c'est-à-dire bah, comme d'habitude nourrir l'inflation, et en tout cas bah, ne pas réussir à désamorcer le risque cataclysmique sur les marchés financiers, d'implosion on va dire. Et ensuite bah, ça ne fera que empirer. Donc là il leur reste comme solution de prendre en otage tous les pays du Sud, en essayant de réguler soi-disant le prix du pétrole et du gaz, selon les bons caprices, les bons vouloirs de Washington. En tout cas, ça c'est leur plan. Mais, mais, pendant ce temps, pendant qu'ils cogitent à tout ça, dans la vraie vie, Gazprom a le vent en poupe et gagne autant d'argent avec ses exportations de gaz vers l'Union économique, enfin vers l'Union européenne, qu'en 2021, même si les volumes expédiés sont beaucoup plus faibles. Donc de toute façon, eux, ça va. Par contre, ce qui va pas, c'est que ben, des entreprises qui sont tellement trop dépendantes, évidemment, enfin foncièrement dépendantes des importations russes, forcément vont morfler. Et notamment, bah, ce qu'il nous dit ici est une phrase importante là. Cette implosion à venir est exactement ce que souhaitent les cercles néocons néolibéraux de Washington, éliminer un puissant concurrent économique, c'est-à-dire nous, en Europe, de la scène commerciale mondiale. C'est vraiment étonnant que l'équipe de Scholz ne puisse même pas s'en rendre compte. Là, il parle d'un truc dont on a parlé aussi avant, le B3B. Pratiquement personne ne se souvient, sauf on en a parlé il y a un jour, lorsque le G7 de l'an passé, en fait, a pris la pause pour essayer d'aider le Sud global, soi-disant. Évidemment, comme d'habitude, on n'a rien vu après. Avec une initiative baptisée Build Back Better, donc concurrente de la Silk Road Initiative, ceinture et route, mais en mode américain. Des projets prometteurs, disait-il, qui a engendré des visites, des réunions, etc. Avec des garanties, assurance politique, subventions, expertise climatique, expertise technique sur le climat, technologie numérique, enfin
tout ce qu'il peut vendre, tout ce qu'il peut faire vendre. Et dit-il, les pays du Sud n'ont pas été impressionnés, la plupart d'entre eux avaient déjà rejoint la Brie, c'est-à-dire l'original, la vraie. Et donc le B3W s'est éteint avec un gémissement. Mais ils ont essayé donc, c'est pas dans cet article-là, mais c'est un autre qui en a parlé. Ils ont essayé de le remettre au goût du jour cette année quand même. C'était un peu ça l'idée, hein. Ils essaient d'insister dans leur truc, mais évidemment, ça n'intéresse absolument plus personne. Mais bon, l'Union européenne fait la promotion donc de son nouveau projet d'infrastructure pour les pays du Sud. Nanana. C'est ah oui, et puis entre parenthèses, t'as Ursula qui explique que la Brie est un piège à dette. C'est pas du tout leur cas, par exemple. Enfin, vraiment, c'est l'inversion accusatoire comme mode de pensée de base et seul et unique mode de pensée possible dans leur esprit. Donc, à chaque fois qu'ils disent un truc pour accuser quelqu'un, bah, ils expliquent très clairement ce que eux sont. Mais je voulais revenir sur le terme d'infrastructure parce que là ils ont trouvé un nouvel élément de langage. On parle très souvent en ce moment d'architecture parce que c'est devenu un terme courant pour parler notamment de l'architecture de sécurité, donc des relations internationales et de tous les dispositifs qui permettent de faire des jonctions entre les systèmes. Et le terme d'infrastructure, c'est un mot qui est encore plus fort que celui d'architecture, évidemment. Les Européens ont donc introduit ce terme que moi j'avais introduit en 2017 dans mon bouquin, évidemment, sur la base d'un système d'information de type logiciel, où on avait établi qu'il était nécessaire pour concevoir un système social, d'abord de poser les bases d'une infrastructure. C'était la première fois que ce terme était employé comme ça, il me semble, hein, quand même. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'en Europe, en Occident, ce terme est employé. Un terme issu du monde de l'information, du système d'information, appliqué à l'échelle géopolitique. Et donc, en général, ma remarque à moi, à ce moment-là, c'est de dire, tiens, puisque vous parlez d'infrastructure, et puisque vous le faites pour faire joli, pour faire genre, vous êtes intelligent, etc., et pour faire concurrence à ceux qui parlent d'architecture, nanana, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'on peut pas prendre ce terme pour ce qu'il veut dire et trouver des moyens concrets de mettre ça en œuvre de façon probante, peut-être? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire exister? C'est bien les slogans, c'est super, les éléments de langage qui font qu'on se la pète, mais l'idée, elle est géniale, hein? Pourquoi pas faire l'idée en vrai? Pourquoi pas établir ou penser, réfléchir à une infrastructure réellement, mais même pas pour les pays du Sud, pour nous, pour tout le monde. Tu vois, il y a un travail à faire là quand même. Les mots, ils arrivent du monde des idées et ils finissent dans les choses accomplies. Et donc c'est un cheminement du haut vers le bas. Et on les voit apparaître à gauche à droite de façon subreptice. Parfois à contresens, parfois de façon malhonnête, ou pour frimer ou quoi que ce soit. Mais ces mots sont comme une pluie d'idées, des choses qui sont destinées à se concrétiser et à prendre effet dans la réalité. Et donc là, on a comme dirait Martianov, une réminiscence du futur. Évidemment que ça n'a rien à voir avec le futur qu'eux s'imaginent, hein, mais c'est juste une réminiscence. Bon, c'était juste pour faire le commentaire, mais j'ai le droit, hein. Bon, pendant ce temps-là, eux, ils en sont avec leur histoire d'énergie verte qui est totalement dans le charbon, pour le dire comme ça. Le bon sultan de swing, le sultan of swing, il se demande qui est le plus nul des deux flics, l'OTAN ou le G7. Il nous cite un article qu'il avait écrit en 2014, donc il y a un paquet d'années, que nous avons sûrement quelque part, dans lequel il faisait référence à notre intermarium rénové
ressuscité en fait, sous le nom d'ailleurs de Initiative des Trois Mers, de la Baltique à la mer Noire. Donc encore un vieux projet mort-né, on va dire, tout de suite. Mais en tout cas, pour des prestataires tels que l'OTAN, c'est toujours un très bon client, même imaginaire, pour pouvoir se positionner en tant que leader de la défense d'un truc. C'est ça l'idée en fait. Et dans ce cadre, on a la Pologne qui rêve de devenir le leader du nouvel empire mort-né. Empire zombie, ouais, voilà. Et il explique, toujours dans cet article qui datait de 2014, leur objectif est tout droit sorti de Comédie Centrale, réduire la Russie au statut d'État paria, etc. Il est très moqueur, hein, ce Pepe Escobar, et puis nous, il déteint un peu sur nous quand même. Hein. Du coup, on tient des propos qui sont aussi très moqueurs. Donc peut-être même que ça noie un peu son style quand on rajoute des blagues du même niveau à côté. Mais bon, c'est du Pepe Escobar tout ça. On est dans le Pepe Escobar, dans le monde de Pepe Escobar. Et on rigole beaucoup sur des choses comme ça. C'est bien aussi quand même de prendre ce genre de recul et d'avoir cette distance critique qui peut être donnée par l'humour pour pouvoir relativiser la gravité de situations qui sont surtout conduites par l'absurdité. Vraiment. En fait, une absurdité qui procède de décisions politiques qui sont faites sur des grandes échelles. Et quand on est à grande échelle, on est avec un petit cerveau. Plus c'est grande échelle, plus c'est petit cerveau. C'est normal qu'on ait des réflexes de type de la maternelle, qu'on ait des discussions de maternelle. Et non, c'est pas moi, c'est lui, toi d'abord, c'est toi qui l'as dit, c'est moi, donc c'est toi qui l'es, etc. Voilà. Mon père, il est le plus fort. il, va, il va te casser le nez, etc. Ça, plus on monte dans une ample échelle de discussion avec une ample plage de conséquences pour une énorme quantité de gens qui sont concernés, plus on va dans la grande échelle et dans l'échelle d'espace et de temps, et plus on est dans des discussions qui doivent être, en tout cas qui peuvent être retranscrites de façon très fidèle par des termes qui appartiennent à l'école maternelle ou en tout cas l'école primaire, où ce sont des propos simples, des idées simples, des actions simples. C'est comme les actions militaires. Les actions militaires, elles sont très simples, il n'y a pas de sophistication. C'est t'es là, tu te pousses, t'as pas à être là, tu t'en vas, je te pousse. Voilà quoi. C'est purement biologique comme action. Et ce qui est intéressant évidemment, c'est que on parle d'absurdité, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout les outils techniques, logiques, philosophiques, pour pouvoir faire le pont entre les échelles, justement. Et donc, ils n'ont pas ce recul sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas voir vraiment à quoi ils ressemblent dans un miroir, à quoi ressemble à grande échelle ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et ils ne peuvent pas non plus se fier à cette image et à ça en tant que stratégie, parce qu'évidemment c'est complètement inconsistant. Donc ils sont obligés de prendre le risque de passer pour des imbéciles de première, quand ce qu'ils font et ce à quoi ils arrivent par déduction et par la conduite logique de leur évolution naturelle, etc., culturelle, ainsi de suite, ils sont amenés à faire des choses qui eux, en tout cas, leur semblent euh, parfaitement concrètes et dans la droite ligne de ce qui doit être fait, de ce qui peut être fait, de ce qui est acceptable, de ce qui est faisable, etc. Mais si nous, de l'extérieur, on prend une position macroscopique, c'est ça, hein, et qu'on en fait une analyse qui dit que on a affaire qu'à des pauvres crétins qui font n'importe quoi et qui se tirent des balles dans le pied, parce que c'est ce que c'est ça que c'est. Hein. D'un autre côté, cette analyse n'est pas fausse non plus. Elle n'est pas non pertinente. Elle est censée donner une indication à ces gens, à ces politiciens, sur ce qu'ils sont en train de faire en réalité sans s'en rendre compte. Voilà le principal problème. Et
Donc ces analyses qui peuvent être faites par ces analystes qui aiment bien rigoler, qui sont rigolards, ne sont pas non pertinentes et ne sont pas, ce n'est pas de la moquerie. C'est véritablement pour apporter un recul salvateur sur des situations qui sont d'une très grande gravité et qui nécessitent ben, encore de grands efforts intellectuels et stratégiques et de discussion pour pouvoir avancer dans le bon sens. Et ce bon sens, il est assez facile à établir quand même. Et donc on peut finir sur cette remarque de Pepe Escobar, qui en l'occurrence là est en train de reparler à nouveau du Sultan of Swing de la Turquie, qui était temporairement ennemi des États-Unis et qui du coup s'en est fait des amis parce que c'est un stratège hors norme apparemment. Donc les Américains étaient sur le point de lui faire un changement de régime. Et maintenant, du coup, ils sont obligés de l'écouter. Ce qui a opéré, ce qui est le genre de choses dont on parle, dont a besoin ce système global pour pouvoir muter et évoluer, pour pouvoir changer d'avis, apprendre à changer d'avis. Et il explique donc, c'est ça la citation, qui va nous permettre de fermer ce numéro pour cette fois-ci avant de continuer pour plus tard la suite. Et il termine en disant: il s'agit d'une sérieuse leçon géopolitique pour l'ensemble des pays du Sud. Ça ne veut pas dire, ou en tout cas je vais le reformuler autrement, on ne peut pas parler de défi systémique si vous n'avez pas le bon swing. Et ça c'est important parce que c'est une question de considération des choses à une autre échelle où on peut avoir tellement de recul qu'on simplifie les problèmes. Et là, la question, c'est celle du swing. Merci, à bientôt.